Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque c'est un épisode hors série dans le cadre du podcaston. Alors, qu'est-ce que c'est que le podcaston ? C'est un événement annuel qui regroupe des animateurs de podcasts volontaires qui, à cette occasion, vont soutenir une organisation non gouvernementale, une ONG caritative, qui dédie donc un épisode un petit peu hors série, un petit peu en dehors de leur sujet habituel, à cette ONG pour la mettre en lumière et pour lui apporter de la visibilité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Passeport de l'ONG Tamount. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour, alors toi, ton ONG, elle a la particularité et la mission, je dirais, de lutter contre la mortalité dans les pays défavorisés, comme le Tchad et le Burkina. Alors, est-ce que tu peux déjà nous en parler, nous en dire deux mots, nous expliquer un petit peu qui tu es ? On va partir de toi. Et puis, je pense que le fil rouge de ta vie va nous mener rapidement à ton ONG. Oui, tout à fait. Écoute, je te remercie pour aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, j'ai créé une petite ONG qui est au départ partie au Maroc, travailler autour d'un village où il y avait plus rien et où les jeunes en fait voulaient simplement revivre dans leur propre village. Ils voulaient pas immigrer, ils voulaient pas travailler en ville, c'était leur village pour des raisons simples, c'était à eux, c'est leur cocon. Donc je les ai aidés à mettre en place un projet. Alors j'ai pu le faire parce que j'ai fait des études en géographie du territoire, donc pour moi tout ce qui est logistique territoire c'est facile. Et donc, je me suis sentie capable de le faire. J'ai monté une équipe et on a permis à ce village donc de retrouver une activité économique qui, 20 ans après, a été multipliée par 10, où tout se passe très bien. Et ce village est devenu notre bivouac. Donc, on reçoit les amoureux du développement, les gens qui veulent déconnecter, faire des stages, apprendre ou juste se reposer. Et suite à cela, avec mon équipe, on a voulu faire plus. On s'est installé au Burkina Faso. Et actuellement, nous sommes en train de nous installer au Tchad. Et le fil rouge, en fait, de nos projets est toujours le même. C'est permettre aux gens d'avoir un développement humain chez eux et, en fait, de lutter tout d'abord, généralement, contre la grave malnutrition. Alors, au Maroc, ce n'était pas le cas, bien sûr, mais au Burkina et au Tchad, c'est le cas avec, en point de départ, l'absence d'eau ou l'absence d'eau potable qui, en fait, est la source de tout sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter des connaissances et un petit peu de main-d'œuvre et peut-être des moyens aussi pour permettre des développements initiaux et notamment sur les choses de première nécessité comme l'eau potable, si j'ai bien compris, pour qu'ensuite il y ait un développement autonome de ces territoires. Tout à fait. Nous, on installe ce qu'on appelle un green pack. En fait, c'est un écosystème complet, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas spécialisé dans uniquement installer du forage et partir. On installe du forage pour l'eau potable, on installe du goutte à goutte, on recrée des jardins avec des plantes plus adaptées à la nutrition. On installe aussi du biocompost, du bioinsecticide, beaucoup de formations pour les gens. C'est de la co-construction totale, sans modifier la culture et société des personnes, parce que c'est pas du tout l'objectif, pour créer ainsi ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus dans notre jargon, donc des emplois locaux qui permettent aux gens d'avoir, un, de manger, deux, d'avoir de la santé parce qu'ils auront de l'eau potable, et de pouvoir revendre d'abord dans leur propre village ce qui sera nécessaire dans un circuit court. On dirait là on est dans du local, en y rajoutant de l'élevage, mais aussi des petits métiers qu'on va co-créer, que ça soit le type qui soit en capacité de réparer la pompe ou quelqu'un qui puisse faire des premiers soins au bétail. Donc vraiment quelque chose qui soit complet, mais vraiment complet, où tout le monde peut être donc dans ce système-là. Et seulement après, on part, mais on reste pour un suivi de 2 ans quand même minimum pour voir si toute la machine s'est bien mise en route. Alors, pour se donner une idée un petit peu de l'étendue en fait, de votre activité, voilà, quand vous choisissez un territoire pour y apporter votre aide, comme celui au Tchad dont tu viens de parler, donc
vous choisissez un village, un hameau, une ville de combien d'habitants et quels sont... Oui. Oui, c'est pas ça. Alors on choisit, notre choix se porte sur le village qui serait le plus isolé, dans le sens, où, bah, justement, il y a personne s'y intéresse. Il y a pas encore eu d'ONG ou, d'autorités, communautaires qui se seraient installées ou intéressées à ces villages-là. Parce que je pense que ce sont pour moi les plus méritants, partant du principe que certains justement n'ont jamais eu la moindre aide de personne, que ce sont des villages en dépeuplement, que ce sont des gens qui finissent par habiter dans des bidonvilles dans des conditions terribles, avec toutes les activités informelles qui suivent, dont toutes sortes de trafics, mais aussi trafic d'êtres humains, etc. Donc ça me touche beaucoup et c'est pour ça que je choisis prioritairement ce type de village. Donc c'est ce qu'on va chercher. Et une fois qu'on a, on va dire, trouvé, il faut passer un accord avec les populations. Que voudriez-vous voir ce qu'on peut faire nous avec eux? Et quand on rentre dans une phase de co-construction, à ce moment-là, on sait si on va travailler ou non avec les gens, parce qu'on ne va pas forcer un village à quoi que ce soit. Il n'en est pas question. Est-ce qu'on peut s'imaginer les moyens que vous mettez en œuvre quand vous arrivez? Je sais pas, c'est combien de personnes de la part de nos d'ONG, sur combien de temps? Est-ce que vous apportez des moyens physiques au-delà des moyens humains? Alors, la première approche, elle est souvent, j'allais dire un peu, c'est un peu le hasard qui va faire les choses, le hasard des rencontres. Au Burkina, par exemple, si j'aide actuellement les deux villages que j'aide, c'est parce que j'ai rencontré une dame qui m'a dit, quand elle m'a vue en tant qu'occidentale, viens voir ce que je fais moi. Et ce qu'elle a fait me plaisait, au sens, ouais, je me suis sentie capable et donc j'ai choisi, voilà, cet endroit. Donc ça a vraiment été une rencontre humaine, parce que c'est difficile de dire on va se balader dans la brousse et trouver un village comme ça. Donc c'est Mm. d'abord de l'humain. C'est très important parce que ensuite, moi je suis prioritairement en France et il faut que la personne avec qui je vais travailler, on puisse avoir matché humainement, se Mm. faire confiance, des informations qu'elle va me donner ou moi de ce que je vais faire. Ensuite, il y a un deuxième temps où je vais faire intervenir une personne qu'on appelle un représentant pays qui va s'occuper de la partie administrative parce qu'il faut des autorisations pour travailler dans un pays. En parallèle, il y a une autre personne qui va aller sur le terrain et qui va faire une mission exploratoire. Alors ça dépend, généralement on prend ce qu'on appelle un WASH, donc quelqu'un qui s'occupe de l'eau et qui va voir qu'est-ce qui va être possible, si ça va être possible justement de pouvoir mettre un forage, quelle sera la qualité de l'eau, enfin on fait une grosse recherche là-dessus parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Et une fois qu'on a établi qu'on aura de l'eau, qu'on connaît un peu les devis, qu'on a les autorisations, on passe à la recherche de fonds et en parallèle de ça, dans le village, on va commencer de la co-construction en expliquant voilà ce qui est possible de faire à cet endroit-là par rapport à la terre, à la chaleur, enfin le milieu naturel, sans faire de fausses promesses parce que le but c'est pas de créer je ne sais quoi qui fonctionnera pas, en restant très terre à terre, ça j'y tiens beaucoup. On utilise toujours des techniques les plus simples parce que quand on n'est plus là, quand il y a des pannes, il faut que les gens puissent se débrouiller. Voilà, donc c'est une organisation avant tout humaine et de confiance, puisqu'il faut beaucoup, beaucoup écouter les gens pour savoir quels sont leurs rêves et ensuite leur proposer des solutions qui s'en approchent le plus. D'accord. Donc vous faites intervenir finalement des gens assez locaux dans l'élaboration des solutions. Et, et en fait, ce qui va déclencher un petit peu tous les travaux, c'est ta capacité, toi, ton étude, hein, ton expertise finalement dans ce domaine-là, puisque tu l'as fait plusieurs fois, notamment tes compétences en géologie. Et puis finalement, le fait que tu arrives à récupérer des fonds pour financer ces travaux-là. Donc, on rejoint un petit peu le thème, finalement, même si c'est hors série, de la finance et du patrimoine, puisque l'argent n'est jamais bien loin quand on a des projets de vie. Et là, en l'occurrence, on parle de projets de vie, même s'ils sont loin de notre pays. Et donc, une de tes activités, c'est aussi de récupérer des fonds pour financer finalement cette aide pour lutter contre la mortalité dans ces pays défavorisés. Donc, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple pour bien fixer les idées à tout le monde d'un projet qui est arrivé à son terme et puis des résultats que vous avez pu obtenir concrètement? Bah, si je prends
un projet intermédiaire, c'est-à-dire qui est en phase de ce qu'on appelle de pérennisation, donc progressivement on va en sortir, des villages au Burkina Faso. On s'est rendu compte effectivement que la malnutrition était importante, donc notamment que le pourcentage de décès des enfants était élevé. Donc la question s'est posée de savoir la raison, quelle était la raison. Donc il y avait deux raisons. L'absence d'eau à proximité du village, donc ça veut dire faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, c'est très compliqué pour tout le monde. C'est un travail qui est dévoué aux femmes et souvent aux enfants, ce qui explique parfois et souvent que les enfants ne vont pas à l'école, puisqu'en fait ils travaillent. Donc on a décidé de vérifier si on pouvait avoir de l'eau à cet endroit-là. Tous les indices en géologie avec les cartes, et ensuite on a pris un expert pour tester le sol, nous a prouvé qu'on avait de l'eau, donc on a lancé un forage. De ce forage, on a mis en place notre fameux jardin, alors qui est pas communautaire, c'est un jardin pour la communauté, mais après chacun prend sa parcelle personnelle parce que c'est plus efficace, ça dope plus les gens à bosser pour soi que bosser pour la communauté, et ça c'est un grand classique sur la planète entière. Et donc à partir de là, les gens se sont mis au travail, et de plus en plus de gens sont venus dans le village parce qu'ils ont vu que de l'eau plus la chaleur égale ça pousse bien. En plus on a choisi évidemment des plantes bien particulières, et moi un des meilleurs messages que j'ai reçus ces dernières semaines, c'était une femme qui m'a dit comme je vends beaucoup d'oignons, je peux payer l'école pour ma fille. Voilà. Donc nous, on est vraiment effectivement, mon rôle à moi en France, parce que c'est chacun a un rôle bien précis dans l'ONG, c'est de chercher des fonds. Et mon meilleur argument pour chercher des fonds, c'est de dire à mes investisseurs solidaires, voilà, ça fonctionne. Ce que nous faisons fonctionne. Évidemment, je dis toujours aux gens, attention, je ne peux pas parler de dividendes et de KPI comme dans le monde des affaires, parce que je n'en ai pas de la même manière. Mon KPI, on en a parlé tous les deux, c'est la baisse de la mortalité, et à mon sens, c'est sans doute un chiffre beaucoup plus intéressant que tout le reste, parce qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices, et surtout parce que c'est difficile pour un occidental, mais pour moi aussi d'ailleurs, de me dire 2 sacs d'oignons, c'est génial, parce que 2 sacs d'oignons, si je te les donne demain, tu vas pas vivre avec. Par contre, on peut vivre avec 2 sacs d'oignons dans un pays comme le Burkina. Donc il faut être très clair quand je parle, je m'adresse à des gens à qui je demande des fonds. On ne demande pas nécessairement des millions, j'aimerais bien, mais soyons réalistes. Et en même temps, avec de petits fonds, c'est-à-dire quelqu'un qui va me donner, même une entreprise qui me donnerait par exemple 5 000 euros. 5 000 euros, c'est un forage. Le forage, c'est facilement 300-400 personnes qui vont avoir l'eau potable, et un jardin pour, pareil, 2 à 300 familles. Donc, pour nous, on a la défiscalisation. Les entreprises, ont régulièrement les moyens de pouvoir faire des dons qui ne sont pas quand même hyper importants, mais le résultat, c'est que l'entreprise peut ensuite montrer à ses actionnaires, à sa clientèle, si elle est en rapport avec une clientèle ou dans les réseaux sociaux, etc., qu'elle a été capable de sauver réellement des vies, parce qu'on passe de rien à tout, même si ce n'est pas notre échelle. Mais en même temps, je dis toujours aux gens qu'entre moi et un petit bonhomme qui vit au milieu d'un village en Afrique, il n'y a pas de différence, parce qu'on cherche les mêmes choses. On cherche à être en bonne santé, à nourrir nos enfants, à les soigner, à les envoyer à l'école, même si après le rapport est de 1 à 10 au niveau de notre mode de vie, mais ça c'est pas important. Le plus important, voilà, c'est qu'on peut nous donner ce qu'il faut pour que d'autres personnes vivent. Merci pour ces précisions, et je pense que c'est vraiment de nature à sensibiliser un peu tous les gens qui ont la fibre du don. Au-delà de cette fibre-là, il y a aussi des avantages à donner. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ces avantages qui sont pour les Français de nature fiscale, et même pour les particuliers et pour les entreprises? Oui, parce qu'au-delà de l'aspect strictement humain que ça peut offrir, de donner, on a également tous les aspects de la défiscalisation. La loi Coluche, donc une loi de notre gouvernement, me permet à moi de défiscaliser à hauteur de 60% une entreprise et un particulier, donc c'est quand même très intéressant parce que c'est pas rien. Donc sa défiscalisation, nous on le fait parce on va émettre un reçu fiscal très simple à la personne dès que l'argent est arrivé sur le compte, et ensuite on offre aussi, qui rassure, et ça me rassure moi aussi, toute notre ligne
notre ligne de traçabilité. Hein, on passe par une plateforme pour envoyer les fonds qui s'appelle Kiwi, qui est une plateforme qui permet d'envoyer des fonds de notre banque à la banque soit du représentant pays, soit de l'entrepreneur. Par exemple, si on a besoin de prendre une entreprise dans le pays, on va émettre les factures, on transmet les factures. J'ai même l'habitude de dire aux donateurs, vous voulez voir ma comptabilité, je vous envoie le fichier, vous pouvez regarder, tout est noté dedans. Voilà. On a l'habitude de compter notre argent, j'allais dire, à 1 euro près, parce que nous, on en est là. Hein, c'est important, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de petite somme. Offrir une poule à une femme qui nous coûte que 5 euros, vous lui faites un mois de bonheur, parce que la poule, c'est des œufs, c'est des poussins, c'est d'autres poules. Donc, vous voyez, donc tout est tracé, parce que tout est important. Donc, quelqu'un qui veut investir à nos côtés, il peut être assuré, il est gagnant fiscalement. Bon, voilà, c'est, je pense, un argument très important, et ça, c'est une loi à laquelle toutes les ONG sont très attachées. On veille chaque année à ce que le gouvernement donc, voilà, ne la fasse pas sauter, parce que de temps en temps, il en parle, et ça serait la catastrophe pour nous tous. Oui, effectivement, oui. Et encore au-delà de cet aspect financier super important dans le cadre des dons, parce que finalement cet argent il est multiplié par 10 grâce à l'avantage fiscal et aussi grâce au fait que il y a une gestion très précise de la comptabilité comme tu viens de l'évoquer. Il y a aussi d'autres avantages, c'est que moi j'ai compris que on pouvait humainement participer aussi, c'est-à-dire que des donateurs peuvent aussi s'investir personnellement. Alors on parle de particuliers mais aussi d'entreprises, hein, dont les membres peuvent s'investir personnellement à venir aider sur le terrain dans le cadre de stages. J'ai même aussi compris que l'ONG accueillait des étudiants qui étaient dans le cadre de leurs études pour venir aider bénévolement. Enfin, il y a tout ce côté humain et puis cet investissement personnel qui est possible. Tout à fait, oui. En fait, notre ONG, quand on a cherché le nom, on est arrivé au mot Tamout, qui est un mot berbère qui veut dire ensemble. On l'a choisi parce qu'on s'est rendu compte qu'on était une espèce de grande fourmilière, hein, ou un ensemble de colibris, ou un peu comme vous voulez. C'est-à-dire que j'ai pas... on n'a peut-être pas un mode de fonctionnement très calé comme tout le monde, ou avec des horaires de bureau et des réunions une fois par jour. Non, en fait, chacun peut rentrer dans l'ONG avec sa compétence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de me contacter, là peut-être après l'émission, me disant voilà, moi je suis capable de faire ça, est-ce que je peux rentrer dans l'ONG? Généralement on dit oui. Que ça soit, mais voilà, on va pour, je sais pas, le développement des réseaux sociaux, pour de la com ou du marketing ou du digital, pour de la tech, pour n'importe quoi qui est fait notamment en distanciel. Et de nos jours, bon, ça finalement c'est un énorme privilège qu'on a parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Donc j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui sont à Barcelone, en Serbie, au Brésil, et ils sont dans l'équipe et ils sont vraiment très très actifs. Et après, pareil, sur le terrain, j'ai des gens qui sont des bénévoles de l'ONG parce qu'ils ont des compétences très pointues dans l'humanitaire et qui nous offrent des heures. Donc en fin de compte, là, ils offrent des heures dans leur propre pays, mais ils font un travail énorme et qui, nous, du coup, nous coûte rien. Et on fait beaucoup d'économies à ce niveau-là parce qu'on préfère mettre de l'argent dans des choses qui sont totalement essentielles. Et de même, on peut très bien accueillir aussi, voilà, sur notre site au Maroc, des gens qui ont envie de faire connaître une expérience immersive, travailler, alors au sens large du terme, parce que c'est pas un travail rémunéré, donc venir mettre la main, je veux dire, à la pâte pour voir comment on crée, comment on co-crée, travailler aussi sur l'altérité. Pour les jeunes, c'est, je pense, extrêmement essentiel. Ça leur remet un peu les pieds sur terre, parce que nos jeunes sont trop cocoonés, ils sont souvent un peu déconnectés de la réalité de la chose. Donc on accueille, voilà, des entreprises qui ont envie de venir, des jeunes, des familles, parce que c'est un lieu très convivial. Et pour nous, ça nous permet, je veux dire, d'avoir une espèce de publicité indirecte, parce que les gens, quand ils vont ensuite en parler en famille ou avec leurs amis, ils vont pouvoir simplement dire ouais, c'était super, parce que je sais que quand les gens, quand ils vont là-bas, me disent oh, c'est super, tout ce que vous avez fait, c'est génial, comment vous avez fait. Ben voilà, on fait pareil ailleurs. Vous pouvez participer, et très souvent, les gens deviennent soit donateurs en argent, soit donateurs en compétences. Voilà. Et nous, de toute manière, on le recherche aussi. Oui, et moi je me dis, mais je lance un appel à toutes les entreprises qui aujourd'hui ont un budget team building, séminaire, stage de cohésion d'équipe.
peut-être de réfléchir, peut-être ce budget peut être utilisé à bon escient dans le cadre d'un don à l'ONG et d'une participation de certains membres de cette équipe sur une période donnée pour finalement construire cette cohésion entre les gens en aidant, en donnant à d'autres pays qui en ont besoin et sur du concret, sur de l'utile. Voilà, ça peut être du gagnant-gagnant, je dirais, Oui, oui, c'est par vrai. rapport à une ONG. Ben, merci pour ces explications très claires. Je vais revenir à la partie financière. Est-ce que les gestionnaires de patrimoine, qui sont assez nombreux à nous écouter, peuvent jouer un rôle dans je dirais, cette collecte de fonds dont l'ONG Tamount et les autres ONG ont besoin? Oui, effectivement, ça, comme je cherche en permanence des donateurs, j'ai vu que certains gestionnaires de patrimoine travaillaient avec des ONG. Ça permet de proposer en fait à leur clientèle une défiscalisation différente. Voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Ça peut permettre de faire à la fois de la philanthropie et de la défiscalisation. Donc, on est à même de recevoir ce type de dons, donc ça ne pose pas de soucis. On est d'ailleurs à la recherche, voilà, de gestionnaires de patrimoine qui accepteraient de travailler avec nous. Et d'ailleurs, j'ai constaté que beaucoup travaillaient déjà avec de grosses structures. Et là, c'est un peu finalement, moi, c'est un peu mon combat aussi depuis plusieurs années de dire aux donateurs, entreprises, aux donateurs, gestionnaires de patrimoine, etc., accepter d'écouter, de recevoir et de travailler aussi avec de petites structures comme la mienne. Parce que bien souvent, on me dit, ah ben non, je travaille déjà avec X ou avec Y, alors qu'ils sont évidemment extrêmement connus et qui raflent un petit peu la mise. Et on en a quand même largement besoin aussi, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses sur le terrain, mais voilà, avec moult difficultés, parce que ben, on tire un peu le diable par la queue, mais on peut souvent pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où tu peux pas dire aux gens, ben, on reviendra faire la fin du puits dans 6 mois, parce que pour l'instant, on peut pas. Donc voilà, c'est un peu mon combat actuel, et je pense que les chiens du patrimoine ont beaucoup à offrir, parce que je me rends compte que c'est un métier qui est en fort développement, qui a énormément de clientèle, et donc ils sont en contact avec énormément de gens qui peut-être n'ont jamais pensé simplement à faire du don vers des ONG, ou qui ne savent pas vers qui se tourner. Et là, bon, ben, le gestionnaire de patrimoine est une bonne interface, parce que ben, il représente aussi la loi, il va analyser mes pratiques. Là, c'est ce que on est en train de faire avec notre ONG, nos dossiers, etc. Et pour voir ben, voilà, si c'est sérieux ou pas, et s'il peut ensuite faire des propositions à sa clientèle ou pas. Donc c'est très important pour nous. D'accord, bah, on invite alors tous les gestionnaires de patrimoine qui ont l'habitude déjà aujourd'hui de recommander à leurs clients qui sont sensibles à ça, certaines ONG pour faire des dons, bah, de se rapprocher de toi pour mieux te connaître et puis pour peut-être référencer ta monte dans leur panoplie d'ONG. Une question me vient du coup, quelle est la principale différence entre l'action d'une grosse ONG, il y en a plein qui sont très célèbres, hein, et puis les plus petites, un peu moins connues comme Tamount? Les grosses ONG, bon, je pense qu'elles la facilité d'obtenir des fonds pour elles leur permis d'avoir, d'avoir des projets qui vont être 10, 100 ou 1000 fois plus gros que nous. Donc ça, voilà, c'est la plus grande différence. Effectivement, ils vont impacter d'un seul coup, 10 000 personnes ou 100 000 personnes. Bon, ça, c'est super. Mais finalement, je dirais que c'est la seule différence, elle est la taille. Parce que quand on est sur le terrain, finalement, quand on réfléchit juste 2 secondes, aider 3 personnes à rester en vie, en bonne santé, voire aller à l'école pour les gamins, ou en aider 3000, au fond, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on reste, notre cœur de métier, c'est l'humain. Donner de l'eau potable ou réparer une maison, on le fait toujours pour l'humain, c'est-à-dire qu'il soit voilà, hein, au chaud ou protégé du soleil, peu importe. Lorsqu'il y a eu le séisme au Maroc, on a tout de suite, on a été concernés, nous, parce qu'on est dans la zone du séisme. On a eu de la chance, entre guillemets, parce qu'il n'y a eu que 2 maisons détruites, il n'y en a pas eu de blessés, mais on a tout de suite voilà, monté une collecte, on a récupéré de l'argent pour que la famille tienne en attendant qu'il y ait les fonds de l'État marocain. On a même envoyé quelqu'un de notre équipe qui pouvait aider, même physiquement et en termes de logistique. Donc on est dans l'humain. Voilà, mais on n'a pas l'échelle ou la visibilité des grosses ONG. Après, je dirais qu'il y a un deuxième
sans critiquer les grosses ONG, je ne vais pas dire les foudres des gens, mais ce que je constate, c'est que nous, en étant petits, on est extrêmement précis sur le terrain, on fait presque du sur-mesure. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, voilà, dans le cas des créations d'emplois pour les gens, je vais pas dire vous allez tous devenir, j'en sais rien, plombier ou tous devenir tisseur parce qu'on va installer 1000 métiers à tisser sans se poser la question de ce que les gens veulent, parce qu'on n'aurait pas eu le temps, ou etc. Ou parce qu'en face de nous, on aurait 2000 personnes. Là, comme dans des villages où généralement le premier groupe de gens qui vient, c'est souvent une petite cinquantaine de gens, puis après ça gonfle progressivement, on peut se permettre de faire par des réunions de savoir quelles sont les femmes qui voudraient faire de l'élevage, ou celles qui veulent faire du tissage, ou celles qui veulent faire autre chose. Et on a parfois un électron libre qui vient et qui nous dit, on a eu un il n'y a pas longtemps, lui il veut fabriquer du grillage, parce que le grillage on fabrique à la main au Burkina Faso. Ben, on lui a dit, ok, bingo, tu veux fabriquer du grillage, on va t'équiper de la machine, alors c'est des machines, c'est de l'artisanat, hein, pour fabriquer du grillage. Il est évident qu'une grosse ONG ne se serait pas amusée à les demander au petit bonhomme au fond de la troupe, là, et toi tu veux quoi? On a décidé que c'est des vaches pour tout le monde. Donc nous, on fait du sur-mesure. Et j'aime bien ça aussi, parce que du coup, je sais que telle dame, elle fait ça, et telle autre, elle fait ça. Et les gens sont très intelligents, ils savent ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que dans le village, le type qui fait du grillage, il y a un marché. Et il pourra vendre son grillage, parce que l'autre vendra ses poules, et l'autre ses oignons, machin, etc. Quitte à ce que peut-être au départ, il y a une espèce de troc, et pourquoi pas, après tout, c'est humain. Et ça fonctionne. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Au Maroc, on a fait ça au départ, et j'adore voir ce qui s'est passé au bout de 20 ans. C'est juste une expérience humaine fabuleuse. Ça doit être très satisfaisant sur le plan Oui, oui, oui. personnel. Oui. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les petites ONG sont des PME, hein, on peut les comparer à ça. Oui, Notre tissu économique tout à fait. en France, donc il y a les PME et les grosses multinationales. Les deux sont importantes et intéressantes, ont des avantages. Et la PME, ouais, effectivement, elle a cette agilité de pouvoir faire du sur-mesure, du précis, du chirurgical et du localisé. Et très agile aussi, c'est-à-dire elle peut changer de pivoter rapidement. Tout à fait, c'est Ouais. exactement ce qu'on fait, oui. C'est ça. Voilà. On tournicote pas dans tous les sens, comme parfois on va dire, on dirait que tu papillonnes. Non, on papillonne pas du tout. On s'adapte en permanence en fonction de ce qu'on a comme fond, de ce qui va se passer comme situation, puisque des fois la situation est plus compliquée, ou etc. Donc on peut pas aller dans tel village parce qu'il y a le barrage, il y a une crue, on peut pas passer. Ben on va faire autre chose différemment dans le village numéro 2. Donc voilà, on est vraiment cette capacité de rebondir, on l'a en permanence. Et c'est ce qui nous a permis d'être là 20 ans après, parce que si on avait été une structure figée, il y a longtemps qu'on aurait disparu. Oui, oui. Oui, parce que je sais pas si on l'a dit, mais cette ONG, elle est ancienne, hein. Je crois que vous avez commencé Ouais. en 2018, non, même plus Non, tôt non, non, encore. 2002. 2002, 2002. voilà, d'accord. 2002, oui, donc on a de la bouteille. Voilà, j'en ai vu Voilà, c'est passer ça. des gens, et des jeunes qui étaient très jeunes il y a 20 ans et qui ont 20 ans de plus et qui sont toujours là. Et ça fait plaisir à me filer un coup de main quand j'ai besoin de quelque chose. Donc c'est une grande famille en fait. D'accord. Bah, Valérie, j'ai encore une dernière question et puis ce sera la fin de notre épisode. Alors, il s'adresse à tous les étudiants qui sont dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, voilà. Souvent, vous avez dans votre cursus une mission humanitaire qui est possible, voire même qui est obligatoire dans votre cursus. Vous devez chercher une ONG pour vous accueillir, pour vous donner la structure à votre mission humanitaire. Voilà, sachez que Valérie Passeport et puis son ONG peut vous accueillir dans le cadre de stages bénévoles, évidemment, sur quelques mois, hein. C'est bien ça, Valérie? Alors oui, là aussi, on a choisi la solution flexibilité totale, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de venir juste 4 jours parce qu'ils ont un petit peu peur. Il y en a qui disent, nous, on vient directement 3 semaines. Donc tout est possible. Là aussi, il faut m'appeler, qu'on puisse voir ensemble comment on peut faire, ce que je peux apporter, ce qu'ils peuvent nous apporter aussi, puisque c'est quand les gens vont sur place, c'est un village avec des vrais habitants, hein. Là, on n'est pas dans un club de vacances. Donc il faut que ça matche à tous les niveaux, mais à chaque fois que j'ai fait ce type d'expérience, les gamins sont revenus super heureux et surtout transformés au niveau humain. Et ça, c'est l'essentiel. Oui, j'imagine que ça doit être une expérience très enrichissante pour un étudiant.
Mais voilà, c'était ma dernière question. Mais du coup, je transite sur comment on peut te contacter parce que là, je pense que tu vas recevoir des appels suite à cette émission. Donc moi, je t'ai rencontré sur LinkedIn et plus précisément par l'entremise de Richmaker et de la plateforme de Caroline Mignot. Mais plus classiquement, comment on fait pour te rencontrer? J'ai un nom qui est tellement simple que quand on tape mon nom sur Google, on ne peut pas ne pas me trouver. C'est Valérie Passeport. Donc ça me permet d'avoir une carte d'identité, sans faux jeu de mots, facile. Donc voilà, sinon c'est ONG Tamount. Mais je sais que c'est parfois un petit peu plus compliqué voilà, à se souvenir. En tout cas, voilà, Valérie Passeport. Je suis bien référencée sous Google. Généralement, quand on tape mon nom, on tombe sur moi et on trouve très facilement ensuite soit notre blog, soit carrément même mon numéro de téléphone, mon mail. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour me joindre, c'est très simple. Voilà, Valérie Passeport, ça ne s'invente pas, c'est un nom Et oui, prédestiné. tout à Et, fait, Tamount, Tamounte, tout simplement. Eh tout à bien, fait, oui. merci beaucoup Valérie pour d'être venue, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je Ben, suis ravi de merci à cet toi. épisode. Et puis à mes auditeurs, à très bientôt pour d'autres épisodes. Au revoir. Au revoir. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.